14 avril 1945, 16h47. Le lieutenant Antoine Dubois, commandant de chars américain, était assis dans son M4 Sherman. Il observait la route dévastée à Heilbronn. Ses mains tremblaient légèrement, pas à cause du froid, mais à cause du souvenir de ce qui s'était passé 3 jours auparavant. Son ami, le capitaine Henri Moreau, avait trouvé la mort dans son Sherman, à seulement 80 mètres de la position de Dubois. Le coupable n'était pas un blindé allemand. Et pas un obus d'artillerie, pas même un piège à char, c'était un simple soldat allemand, à peine âgé de 17 ans, qui avait surgi d'une fenêtre de cave, portant sur son épaule une arme tubulaire étrange, et qui avait fait feu. En 0,8 secondes, la charge creuse avait percé 140 mm d'acier blindé renforcé, comme si c'était du papier. Le Sherman de Moreau avait explosé dans un brasier infernal. Le jeune Allemand avait jeté l'arme usagée et avait disparu dans les ruines. Dubois écrivit plus tard dans son journal « Nous ne combattons plus des chars, nous combattons une armée où chaque homme porte une arme, capable de transformer nos forteresses de 30 tonnes en cercueils. Les Allemands ont créé quelque chose qui a changé à jamais la guerre blindée. Ils appellent ça Panzerfaust. Nous l'appelons notre cauchemar. » L'histoire de la Panzerfaust n'a pas commencé sur le champ de bataille, mais dans les bureaux d'études de Hugo Schneider Aktiengesellschaft à Leipzig en 1942. Des ingénieurs allemands avaient identifié un problème fondamental, les armes anti-chars, comme le Panzerbüchse 39, où les premiers modèles de Panzerschreck étaient trop lourdes, trop coûteuses et trop compliquées pour une production de masse. Ce dont la Wehrmacht avait besoin, c'était une arme qui réponde à 3 exigences apparemment contradictoires: être mortelle contre les chars, être bon marché à fabriquer et être suffisamment simple pour que même des soldats de la milice populaire non formés puissent l'utiliser. L'équipe de développement, dirigée par le docteur Henri Langevin, s'est concentrée sur un concept révolutionnaire: l'arme à usage unique. Au lieu de mécanismes de recul compliqués, l'arme serait jetée après un seul tir. Au lieu d'une fabrication précise, on utiliserait de la tôle emboutie. Au lieu d'explosifs coûteux, on maximiserait le principe physique de la charge creuse. Les premiers tests, en mars 1943, furent stupéfiants. Un prototype, fabriqué avec moins de 6 kg d'acier et 0,8 kg d'explosifs, perça 140 mm de blindage à 30 mètres de distance. Le coût de production, 8 Reichsmarks. À titre de comparaison, un Panzerbüchse coûtait 315 Reichsmarks. Un seul char Sherman coûtait aux Américains 50 000 $. Les Allemands avaient créé une arme qui, pour le prix d'un déjeuner, pouvait détruire un char qui coûtait plusieurs années de salaire. Les implications stratégiques étaient époustouflantes. La Panzerfaust était basée sur un principe que le physicien suisse Charles Munro avait découvert dès 1888, mais qu'il n'avait jamais perfectionné militairement: la charge creuse. Lorsqu'une forme spéciale de matériau explosif, avec une cavité conique ou hémisphérique, détonne, l'explosion concentre son énergie en un jet de métal à haute vitesse. Ce jet atteint des vitesses allant jusqu'à 8000 mètres par seconde et des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Il perce le blindage, non pas par énergie cinétique comme un projectile normal, mais par un processus que les physiciens appellent la pénétration hydrodynamique. Le jet de métal se comporte, pendant quelques millisecondes, comme un liquide, et traverse littéralement l'acier du blindage. Les ingénieurs allemands ont optimisé ce processus à la perfection. La Panzerfaust utilisait un revêtement en cuivre de forme précise dans la cavité, une distance de séparation, calculée avec exactitude, entre la charge et la cible, et un mélange explosif spécial de trinitrotoluène et d'hexogène. Le résultat était stupéfiant. Un dispositif de la taille d'une canne pouvait percer plus de blindage.
que le canon de 75 mm d'un char Sherman. Les experts en balistique alliés étaient consternés. Un rapport américain du centre d'essai d'Aberdeen, datant de 1945, constatait: la technologie allemande des charges creuses dépasse tout ce que nous avons développé d'au moins 3 ans. Leur capacité à obtenir une pénétration maximale avec un minimum de matériaux frise la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique supérieure. La première confrontation des troupes alliées avec la Panzerfaust eut lieu à l'automne 1943, sur le front de l'Est. Des équipages de chars soviétiques ont signalé des attaques mystérieuses, où l'infanterie allemande détruisait des chars T-34 à très courte distance. Le commandant de chars soviétique, le commandant Alexis Petit, décrivit dans un rapport déclassifié du 7 novembre 1943: « Nous sommes entrés dans le village de Korosten. Nos 5 T-34 étaient en formation typique. Soudain, des explosions, 3 chars ont pris feu. J'ai vu des soldats allemands avec des armes tubulaires sur leurs épaules. Ils ont tiré et ont jeté les armes. Nos chars ont explosé. Mon équipage a évacué. Lorsque nous avons examiné les armes, nous avons été choqués. Elles étaient jetables. Les Allemands avaient des destructeurs de chars à usage unique. Chacun de leurs soldats pouvait tuer un char. Cela change tout. » L'analyse de Petit était précise. La Panzerfaust a démocratisé la lutte anti-char. Auparavant, la destruction d'un char nécessitait des armes spécialisées, des opérateurs formés et des positions favorables. Désormais, n'importe quel soldat, après 30 minutes d'entraînement, pouvait détruire un char depuis une fenêtre, une tranchée, un guet-apens. L'impact psychologique sur les équipages de chars alliés fut dévastateur. Soudain, chaque bâtiment, chaque buisson, chaque ombre était une menace potentielle. Sur le front de l'Ouest, les troupes américaines et britanniques ont été massivement confrontées à la Panzerfaust pendant l'offensive des Ardennes, en hiver 1944. L'expérience fut traumatisante. Le capitaine Édouard Martin, de la 3e division blindée, écrivit dans son rapport de combat du 20 décembre 1944: « Nous avons perdu 7 Sherman aujourd'hui à Bastogne, pas à cause de chars allemands, pas à cause de l'artillerie. À cause de l'infanterie avec des Panzerfausten, ils se cachent dans les ruines, nous laissent approcher à 30 mètres et tirent. Notre blindage est inutile. Le jet de charge creuse le traverse comme du beurre. Mes hommes ont peur. Ils savent que chaque soldat allemand peut les tuer. Nous avons changé nos tactiques. Nous n'entrons plus dans les villes. Nous restons dans les champs ouverts. Mais cela donne l'initiative aux Allemands. » La Panzerfaust a inversé la dynamique du combat de chars. L'observation de Martin était stratégiquement significative. La Panzerfaust a forcé les chars alliés à éviter les terrains urbains ou à exiger un soutien massif de l'infanterie. Cela a considérablement ralenti l'avance alliée. Les historiens militaires estiment que la Panzerfaust a prolongé la guerre à l'ouest de plusieurs semaines, simplement par son existence. La production de la Panzerfaust fut un véritable triomphe pour l'économie de guerre allemande. Entre 1943 et 1945, plus de 8 millions d'unités furent produites. C'est plus que la production totale de tous les chars, avions et sous-marins allemands réunis. La fabrication était volontairement décentralisée. Des centaines de petits ateliers, des usines, même des fabricants de meubles, produisaient des composants. Le tube final était simplement roulé et soudé à partir de tôles d'acier. La tête explosive était pressée dans des moules. Les mécanismes de mise à feu étaient de simples percuteurs mécaniques. Un ouvrier moyen, après 2 jours de formation, pouvait assembler 3 Panzerfaust par heure. Cette philosophie de production contrastait fortement avec la production d'armes alliées. Les Américains fabriquaient le M1 bazooka dans des usines d'armement spécialisées. Avec une main-d'œuvre qualifiée, le taux de production était 20 fois plus lent.
Les lance-roquettes Piat britanniques nécessitaient un usinage de précision. Les Panzerfaust allemands pouvaient être assemblés dans des caves par des travailleurs forcés. Cette production de masse signifiait qu'en avril 1945, pratiquement chaque soldat allemand, chaque homme de la milice populaire, même les membres des jeunesses hitlériennes, pouvaient porter une Panzerfaust. Les troupes alliées rapportèrent des cas de garçons de 14 ans, détruisant des chars américains avec des Panzerfaust, puis partant en captivité en pleurant. L'arme était si simple que des enfants soldats pouvaient l'utiliser. C'était à la fois une performance tactique et une tragédie humaine. L'évolution technique de la Panzerfaust pendant la guerre témoigne du génie technique allemand, sous une pression extrême. La première version, la Panzerfaust 30 Clean, avait une portée effective de seulement 30 mètres et pouvait percer 140 mm de blindage. C'était suffisant contre les premiers modèles de T-34 et de Sherman. Lorsque les chars alliés reçurent un blindage plus épais, les ingénieurs allemands développèrent la Panzerfaust 60 avec une portée de 60 mètres et une pénétration de 200 mm. La Panzerfaust 100, introduite en novembre 1944, atteignait une portée de 100 mètres et pouvait percer 220 mm. C'était suffisant pour détruire même les chars lourds soviétiques IS-2. La version finale, la Panzerfaust 150, n'existait qu'à l'état de prototype à la fin de la guerre. Elle aurait eu une portée de 150 mètres et une pénétration de 280 mm. Les ingénieurs allemands travaillaient même sur une Panzerfaust 250 pour 250 mètres. La guerre se termina avant qu'elle ne soit produite, mais le rythme de développement était remarquable. En seulement 2 ans, les concepteurs allemands améliorèrent les performances de 100%, tandis que les coûts de production diminuaient de 30%. Les développeurs d'armes alliées avaient généralement besoin de 5 à 7 ans pour des améliorations similaires. L'application tactique de la Panzerfaust par les troupes allemandes était aussi innovante que l'arme elle-même. Les manuels de terrain allemands développèrent des tactiques spéciales. Des commandos de chasse aux blindés de 3 à 5 hommes. Armés de plusieurs Panzerfaust, tendaient des guet-apens en milieu urbain. Un homme identifiait la cible. 2 tiraient depuis des angles différents. Les autres assuraient le tir de couverture. La méthode d'attaque privilégiée était par le haut, depuis les fenêtres ou les toits, car les chars y avaient le blindage le plus fin. Les soldats allemands apprenaient à viser les chenilles et les compartiments moteurs, pas le blindage frontal. Un tir de Panzerfaust sur la chenille immobilisait le char. Un tir sur le compartiment moteur le réduisait en brasier. L'équipage devait évacuer, ou il était éliminé par des tirs de fusil. Ces tactiques étaient mortellement efficaces. Les archives américaines montrent que, lors des combats urbains en 1945, plus de 60% des pertes de chars étaient dues aux Panzerfaust. C'était plus élevé que le taux de perte dues aux chars ou à l'artillerie allemand. La Panzerfaust, maniée par l'infanterie, était plus dangereuse que le char Tigre. L'impact psychologique de la Panzerfaust sur les soldats alliés est difficile à surestimer. Des rapports psychiatriques déclassifiés de l'US Army datant de 1945 documentent des réactions de stress significatives chez les équipages de chars. Le docteur Henri Langevin, psychiatre de l'armée, écrivit « Les commandants de chars montrent des symptômes similaires à ceux des équipages de bombardiers sur le théâtre d'opérations du Pacifique. Hypervigilance, troubles du sommeil, crise de panique. Ils décrivent la Panzerfaust comme une menace invisible. Contrairement à un char ennemi qu'ils peuvent voir et combattre, la Panzerfaust vient de nulle part, un instant. Ils conduisent en sécurité. L'instant suivant, leur char explose. Cette imprévisibilité engendre une angoisse constante. Beaucoup d'équipages refusent d'avancer en milieu urbain.
Les archives britanniques sont similaires. Un rapport du quartier général du 21st Army Group de mars 1945 constatait: les attaques de Panzerfaust créent des problèmes de morale parmi nos troupes. L'arme est perçue comme inéquitable, car elle permet à l'ennemi d'attaquer depuis des cachettes, sans avertissement préalable. Ceci contredit la guerre de chars traditionnelle, où les deux camps peuvent se voir. La supériorité psychologique de la Panzerfaust était presque aussi importante que ses performances techniques. Après la guerre, l'étude systématique de la Panzerfaust commença par les nations alliées. L'Union soviétique fut la plus rapide. Dès mai 1945, quelques semaines après la capitulation, les ingénieurs soviétiques commencèrent à piller les usines d'armement allemandes à Berlin. Des tonnes de Panzerfaust, d'équipements de production et de plans de conception furent transportés en Union soviétique. Un mémo secret du NKVD du 8 juin 1945, déclassifié seulement en 2003, documente l'ampleur de l'opération. Nous avons confisqué 47 000 Panzerfaust terminés, 15 000 ébauches de têtes explosives et des installations de production complètes provenant de 3 usines. Le camarade Staline a personnellement ordonné que le développement d'une version soviétique reçoive la plus haute priorité. Les ingénieurs allemands doivent être interrogés. Ceux qui coopèrent recevront un traitement de faveur. Ceux qui ne coopèrent pas iront en Sibérie. Le résultat de ces efforts fut le RPG-1, introduit en 1948. C'était une copie presque exacte de la Panzerfaust, avec des modifications mineures. Le RPG-2, développé en 1954. Et il conserva le principe de la charge creuse, mais ajouta un lanceur réutilisable. Le célèbre RPG-7, développé en 1961 et toujours en service aujourd'hui, est un descendant technologique direct de la Panzerfaust allemande. Plus de 9 millions de RPG-7 ont été produits, utilisés dans chaque conflit depuis le Vietnam. La Panzerfaust est la mère de toutes les armes anti-chars modernes. Les Américains étaient initialement plus sceptiques. Ils avaient déjà le M1 bazooka et ne voyaient pas le besoin d'une arme à usage unique. Mais les rapports en provenance d'Europe changèrent les opinions. Un mémo du Army Ordnance Department de novembre 1945 argumentait: la Panzerfaust allemande a prouvé que les armes anti-chars à usage unique sont militairement valables et économiquement raisonnables. Nous devrions développer un équivalent américain. La première tentative fut le M72 LAW, Light Anti-Tank Weapon. Développé entre 1963 et 1966, c'était une Panzerfaust modernisée, légère, à usage unique et simple à utiliser. Le LAWA fut massivement déployé au Vietnam, avec des résultats mitigés. Il fonctionnait bien contre les cibles légères, mais peinait face aux chars soviétiques T-54 dotés d'un blindage réactif. Cela conduisit au développement du M136 AT4, introduit en 1987. L'AT4 utilisait une charge creuse améliorée, des systèmes d'allumage sophistiqués et des charges propulsives avancées. Mais le principe de base, un tube, un tir, on jette, était identique à celui de la Panzerfaust de 1943. Il fallut 44 ans aux concepteurs d'armes américains pour accepter ce que les ingénieurs allemands avaient compris durant la Seconde Guerre mondiale: la simplicité est souvent supérieure. Le développement britannique suivit une voie similaire. Pendant la guerre, la Grande-Bretagne utilisa le Piat, projector, infanterie, anti-tank. Une arme à ressort complexe, lourde, peu fiable et détestée par les soldats. Après la guerre, les stratèges militaires britanniques reconnurent que la Panzerfaust était conceptuellement supérieure. Le développement d'une version britannique commença en 1951. Le résultat, le L1A1 Infantry Anti-Tank Weapon, ne fut jamais adopté, car la Grande-Bretagne rejoignit l'OTAN et importa des lots américains. Plus tard, la Grande-Bretagne développa le NLAW, Next Generation Light Anti-Tank Weapon,
introduit en 2009. Le NLAV est très moderne, avec acquisition de cibles prédictives et charges creuses en tandem. Mais le profil d'utilisation, un fantassin, un tube, un tir, est celui de la Panzerfaust. Les experts en défense britannique l'admettent ouvertement. Un article du Journal of Defense Technology de 2015 déclarait « Les armes anti-chars portatives modernes sont les descendants directs de la Panzerfaust allemande. » Le concept s'est avéré intemporel. La technologie a évolué, mais l'idée fondamentale, un système à usage unique qui donne à chaque fantassin une capacité anti-char, reste inchangée. La diffusion mondiale des armes inspirées de la Panzerfaust est étonnante. Après la Seconde Guerre mondiale, plus de 40 nations ont développé leur propre version. La Chine produisit le type 69 RPG, une copie du RPG-7 soviétique. La France développa le LRAC F1. La Suède fabriqua le Panzerskott M68. Israël créa le B300. L'Afrique du Sud construisit le Battler. Chaque nation adapta le design à ses besoins spécifiques. Mais tout était basé sur la technologie fondamentale que les ingénieurs allemands avaient perfectionnée en 1943. Les historiens militaires estiment que plus de 50 millions d'armes de type Panzerfaust ont été produites depuis 1945. Elles ont été utilisées dans tous les conflits majeurs, Corée, Vietnam, guerres arabo-israéliennes, Afghanistan, Irak, Syrie, Ukraine. La Panzerfaust est l'arme d'infanterie la plus réussie du XXe siècle, mesurée par sa diffusion mondiale et sa longévité. Ses inventeurs chez Hugo Schneider Aktiengesellschaft n'auraient jamais pu prévoir que leur innovation de guerre désespérée deviendrait un élément permanent des arsenaux militaires du monde entier. Le perfectionnement moderne de la technologie Panzerfaust démontre sa pertinence continue. Les systèmes d'aujourd'hui, comme le Panzerfaust 3 allemand, le Javelin américain ou le Spike israélien, sont des armes de précision TRS sophistiquées, avec des systèmes de ciblage électronique, des charges creuses en tandem et des modes d'attaque par le haut. Ils coûtent entre 80 000 et 175 000 $ l'unité. Mais tous utilisent encore la physique de la charge creuse, que les scientifiques allemands ont optimisée. Le Carl Gustav, un système suédois de 1948, est toujours produit et utilisé. La T4, développée en 1984, reste l'arme anti-char standard de nombreuses armées de l'OTAN. Le RPG-7, développé en 1961, est en service dans plus de 40 armées et est utilisé par des insurgés dans le monde entier. La Panzerfaust d'origine coûtait 8 Reichsmarks. Les équivalents modernes coûtent 1000 fois plus, mais remplissent la même fonction. Donner à un fantassin la capacité de détruire des véhicules blindés. La lignée technologique de 1943 à 2025 est directe et incontestable. La Panzerfaust a défini une catégorie d'armes qui ne disparaîtra jamais. Le rôle de la Panzerfaust sur le théâtre d'opérations du Pacifique a été sous-estimé, mais significatif, bien que principalement développé contre les chars européens et soviétiques. Les troupes japonaises ont capturé plusieurs centaines de Panzerfaust provenant de livraisons par sous-marin et de navires de transport allemands coulés. Les ingénieurs japonais les ont étudiés intensivement et ont tenté de développer une variante locale. La mine Type 4 Lunge était partiellement inspirée de la Panzerfaust, bien que beaucoup plus primitive. Plus intéressante fut la réaction américaine. Les Marines américains, combattant contre les imitations japonaises de Panzerfaust à Okinawa et Iwo Jima, rapportèrent une peur similaire à celle de leurs homologues européens. Un rapport de la 5e division de Marines d'avril 1945 décrit « Les défenseurs japonais utilisent des armes de type Panzerfaust allemande dans les systèmes de grottes. Nos chars Sherman sont extrêmement vulnérables. La situation est compliquée par le terrain étroit et une défense fanatique. Cela renforça après la guerre
le désir américain de développer sa propre arme anti-char à usage unique. La Panzerfaust influença les tactiques d'armement sur 3 continents. Le rôle de la Panzerfaust dans la bataille de Berlin en avril 1945 fut particulièrement intense. La ville était jonchée de Panzerfaust. Les unités du milice populaire, les groupes de jeunesse hitlérienne et les restes de la Wehrmacht régulière utilisèrent environ 300 000 Panzerfaust pendant la bataille de 2 semaines. Les pertes soviétiques furent catastrophiques. Le maréchal Georgi Zhukov écrivit dans ses mémoires: Berlin fut la bataille la plus sanglante de toute la guerre. Pas à cause des chars allemands, nous les avions détruits depuis longtemps, mais à cause des Panzerfaust. Chaque fenêtre, chaque cave était une zone de mort potentielle pour nos T-34. Nous avons perdu plus de chars à Berlin qu'à Koursk. La différence, à Koursk, nous combattions des professionnels avec des Tiger. À Berlin, nous combattions des enfants avec des Panzerfaust. Les enfants étaient plus dangereux. Les archives soviétiques montrent que l'armée rouge perdit plus de 2000 chars et véhicules blindés pendant la bataille de Berlin. Les historiens estiment que 60 à 70% de ces pertes furent attribuables aux Panzerfaust et aux armes anti-chars similaires. C'est un chiffre époustouflant. Une ville désespérée, armée d'armes à usage unique, détruisit plus de chars soviétiques que toute l'armée de chars allemande au sommet de sa puissance. Les détails techniques de la Panzerfaust révèlent le génie de l'économie de guerre allemande. La Panzerfaust 60 standard pesait 6,1 kg, dont 3 kg de tubes d'acier, 2,3 kg d'ogives et de charges propulsives, 0,8 kg de détonateurs et de protège-mains. La charge creuse utilisait un mélange de 50% de TNT et 50% d'exogène. Le revêtement en cuivre du cône creux pesait exactement 190 grammes et avait une épaisseur de 0,8 mm. Cette précision était cruciale. Des écarts de plus de 0,1 mm réduisaient la performance de pénétration jusqu'à 25%. Le contrôle qualité allemand était obsessionnel. Même sous la pression de la guerre, la charge propulsive était de la poudre noire, choisie expressément pour sa simplicité et sa disponibilité. Les propergols modernes auraient offert de meilleures performances, mais auraient été plus coûteux et plus compliqués. Le Panzerfaust était un chef-d'œuvre de compromis d'ingénierie, une puissance suffisante avec une complexité minimale. Chaque gramme, chaque Reichsmark était optimisé. Le résultat était une arme plus efficace que tout ce que les Alliés produisaient. Un Panzerfaust coûtait à peu près autant que 200 cartouches de fusil, mais un Panzerfaust pouvait détruire un blindé de 50 000 $. Le rapport coût-bénéfice était ridiculement supérieur. La logistique de la distribution du Panzerfaust était aussi impressionnante que sa technique. Les intendants allemands ont développé des caisses en bois spécial, contenant chacune 5 Panzerfaust et pouvant être portées par 2 hommes. Ces caisses étaient empilables, étanches, et pouvaient être larguées depuis des avions. Le Panzerfaust lui-même ne nécessitait aucun stockage spécial. Il fonctionnait à des températures allant de moins 40 à plus 50 degrés Celsius. Il pouvait être stocké pendant des années sans entretien. En comparaison, le bazooka américain nécessitait des changements de batterie réguliers pour son allumage, une protection contre la corrosion pour ses électrodes et un stockage spécialisé pour ses roquettes. Le Panzerfaust était plus facile à conserver que des conserves. Cette robustesse était essentielle à son déploiement en masse. Pendant la dernière année chaotique de la guerre, la Wehrmacht pouvait stocker des Panzerfaust dans des dépôts de munitions, des écoles, des stations de métro. Lorsque les troupes ennemies approchaient, ils étaient simplement distribués. Aucune formation nécessaire, aucun entretien requis, aucune logistique spéciale. Les soldats ouvraient la caisse,
prenait un Panzerfaust, lisait les 5 instructions simples sur le tube et était prêt à l'emploi. Cette simplicité opérationnelle était révolutionnaire. Les armées modernes s'efforcent encore d'atteindre une efficacité logistique similaire. Les histoires humaines derrière le Panzerfaust sont aussi complexes que son histoire technique. Le docteur Henri Langevin, le chef de la conception, a survécu à la guerre et a ensuite travaillé dans l'industrie de la défense ouest-allemande. Ses interviews d'après-guerre, enregistrées dans les années 1970, révèlent un homme tiraillé entre la fierté de sa réalisation technique et l'horreur de son application. Il a dit en 1973 « J'ai développé le Panzerfaust comme une solution technique à un problème militaire. Je ne pensais pas aux hommes dans les blindés qui allaient mourir. Je ne pensais pas aux jeunes Allemands qui seraient forcés de l'utiliser. Je pensais à la physique, à la production, à l'efficacité. Maintenant, je suis vieux et je pense aux vies. La brillance technique n'est pas moralement neutre. Mon invention a tué des milliers de personnes. Le fait que d'autres nations l'aient copiée et en aient produit des millions d'autres ne l'arrange pas. Les remords de Langevin sont compréhensibles. Le Panzerfaust était un chef-d'œuvre technique, créé dans des circonstances terribles et utilisé à des fins terribles. Cette ambivalence caractérise de nombreuses innovations de guerre allemande. L'analyse militaire moderne du Panzerfaust révèle des leçons qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Une étude de la Rand Corporation de 2018 a analysé les menaces asymétriques contre les véhicules blindés et est parvenue à une conclusion remarquable. Le Panzerfaust de 1943 représente l'équilibre idéal entre le coût, l'efficacité et la simplicité opérationnelle que les concepteurs d'armes modernes tentent encore de reproduire. L'étude a noté que de nombreux systèmes anti-chars modernes sont trop complexes, trop coûteux ou trop lourds pour un véritable déploiement en masse. Un missile Javelin coûte 175 000 $. Une grenade RPG-7 coûte 500 $. Un Panzerfaust original aurait coûté, en tenant compte de l'inflation, environ 80 $. La supériorité économique est époustouflante. Les armées modernes sont prises dans un dilemme. Elles veulent l'efficacité d'armes de précision coûteuses, mais ont besoin de la disponibilité d'armes de masse bon marché. Le Panzerfaust a résolu ce dilemme en 1943. 80 ans plus tard, les concepteurs d'armes sont toujours aux prises avec lui. Le Panzerfaust a également influencé fondamentalement le développement du blindage des blindés modernes. Le concept du blindage réactif explosif, a été développé directement en réponse aux menaces de charges creuses. Les ingénieurs soviétiques ont inventé le ERA, Explosive Reactive Armor, dans les années 1960. Après avoir passé 2 décennies à chercher des moyens de neutraliser les attaques de type Panzerfaust, les nations occidentales ont suivi avec le blindage composite, le blindage Chobham, et des technologies similaires, toutes conçues pour perturber les jets de charge creuse. Le blindage moderne du M1 Abrams, du Léopard 2, du Challenger 2, de tous ces blindés, est fondamentalement une réponse à la menace du Panzerfaust de 1943. La course à l'armement entre blindage et anti-char qui a dominé les 80 dernières années a commencé avec ce simple tube allemand. Les historiens militaires soutiennent que le Panzerfaust a eu plus d'influence sur la conception des blindés modernes que toute autre arme. Chaque char de combat moderne est, en un sens, une réponse à l'invention du docteur Langevin de 1943. Le Panzerfaust a également joué un rôle inattendu dans les soulèvements et les conflits asymétriques d'après-guerre, du Vietnam à l'Afghanistan, de la Tchétchénie à la Syrie. Les descendants du Panzerfaust ont été utilisés par des forces irrégulières contre des armées régulières. Le RPG-7 est devenu l'icône du guérillero. Les images de moudjahidines en Afghanistan, de Viet Cong au Vietnam, d'insurgés en Irak.
montrent toutes des combattants avec un tube anti-char monté sur l'épaule. Cette arme, conçue pour les soldats de la Wehrmacht allemande en 1943, est devenue le symbole universel de la résistance asymétrique. C'est historiquement ironique et stratégiquement significatif. Le Panzerfaust a démocratisé l'anti-char pour les armées régulières. Ses descendants l'ont démocratisé pour les insurgés. La doctrine moderne de contre-insurrection doit tenir compte de cette réalité. Tout insurgé avec 500 $ peut acheter un RPG et menacer un blindé de plusieurs millions de dollars. Ce déséquilibre stratégique, né de l'innovation allemande en 1943, définit la guerre asymétrique moderne. Le Panzerfaust n'a pas seulement changé la guerre des blindés, il a changé la nature de la guerre elle-même. L'héritage culturel et psychologique du Panzerfaust est aussi important que son impact militaire. En Allemagne même, l'arme est un symbole de différents récits. Pour certains, elle représente la brillance technique allemande sous pression. Pour certains, elle symbolise le désespoir des derniers mois de la guerre, lorsque des enfants furent contraints d'utiliser des armes contre des ennemis écrasants. Les musées militaires allemands traitent la Panzerfaust avec cette ambivalence. Les descriptions soulignent à la fois la prouesse technique et le contexte tragique. En Russie, la Panzerfaust est un souvenir de lourdes pertes, mais aussi une inspiration pour le développement de ses propres armes. La famille RPG est présentée avec fierté comme une amélioration des concepts allemands. En Amérique et en Grande-Bretagne, la Panzerfaust est souvent citée comme un exemple d'innovation ennemie, qui a forcé leur propre doctrine à s'adapter. Ces récits différents montrent comment une arme peut avoir des significations différentes pour différentes cultures. La Panzerfaust est à la fois un artefact technique et un symbole culturel. Cette histoire de la Panzerfaust est plus qu'une chronique d'armes. Elle montre comment des circonstances désespérées peuvent forcer des innovations radicales. Comment la simplicité technique est souvent supérieure à la sophistication complexe et comment les idées transcendent les frontières et les générations. La Panzerfaust a terrorisé les équipages de chars alliés en 1944 et 1945. Mais elle a aussi révolutionné la pensée militaire sur la guerre asymétrique. Elle a prouvé qu'un seul soldat, avec la bonne arme, pouvait détruire les systèmes d'armes les plus coûteux. Ce concept domine la planification militaire moderne. Des missiles anti-aériens tirés à l'épaule aux brouilleurs de drones portables. La philosophie est la même, donner à l'infanterie une technologie qui a un impact stratégique. La Panzerfaust a été la première arme à réaliser pleinement cette philosophie. Chaque armée moderne l'étudie encore. Si vous trouvez cette vérité historique fascinante, si vous reconnaissez comment l'innovation allemande a façonné l'histoire militaire dans des conditions extrêmes, alors soutenez cette chaîne avec les Super Thanks de YouTube. Chaque contribution me permet de plonger plus profondément dans les archives, de numériser des rapports de terrain rares, d'interviewer les derniers vétérans et d'acquérir des documents déclassifiés. Ces histoires ne sont pas seulement des curiosités historiques, ce sont des leçons sur l'innovation, la tactique et le coût humain de la brillance technique. De la Panzerfaust au RPG-7, des fenêtres de cave allemande aux tranchées ukrainiennes aujourd'hui. L'histoire de cette arme n'est pas encore terminée. Aidez-moi à la raconter avant que les derniers témoins ne disparaissent. Chaque soutien rend possible de nouvelles recherches. Quelle innovation en matière d'armement de la Seconde Guerre mondiale vous a le plus impressionné? Partagez vos réflexions dans les commentaires. De nombreux spectateurs ont déjà partagé des histoires de famille incroyables. Des grands-pères qui utilisaient des Panzerfaust à Berlin. Des vétérans alliés qui décrivent la peur des tireurs anti-chars invisibles. Des collectionneurs d'armes qui possèdent des Panzerfaust originales. Des ingénieurs qui travaillent sur des successeurs modernes. Chaque perspective ajoute un fragment supplémentaire à la mosaïque historique. Ensemble,
nous préservons le souvenir d'une époque où l'innovation technique était désespérée, brillante et tragique à la fois.